Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, le temps que vous arrivez tous dans la salle, on va faire un petit brief technique. Donc, vous avez dans votre barre de menu, vous avez un onglet chat. N'hésitez pas à l'utiliser. Donc, cliquez dessus, me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Vous avez également un petit bouton qui est à 2 points. Vous allez voir, il est sur hôte et panéliste. Pensez bien à le basculer sur tout le monde pour que tout le monde puisse voir vos commentaires. Voilà, merci Michel. Vous avez également un deuxième onglet qui est l'onglet questions et réponses. Alors voilà, Luc qui vient de trouver la voie. Vous pouvez également voter et commenter chacune des questions. Alors préférez cet onglet-là pour que Christophe puisse y répondre. C'est 40 minutes, c'est très punchy. Donc il y aura assez peu de temps. Voilà, donc merci à tous. Je vois que vous êtes tous bien arrivés. Je vais laisser la place donc à Christophe pour lancer cette deuxième conférence des Marketing Digital Day. Donc je te souhaite une bonne conférence. Merci. Bienvenue à tout le monde, bienvenue pour ces 3 jours des Marketing Digital Days. Aujourd'hui, je vais vous parler des Core Web Vitals et je vais vous présenter le top des actions pour améliorer les scores de votre site. Donc moi, c'est Christophe Badiou, je suis responsable technique SEO à Cybercité depuis 14 ans. J'ai un profil plutôt technique puisque je suis un ancien développeur. Au sein de l'agence Cybercité Villeurbanne, je m'occupe de tout ce qui est process audit technique, Core Web Vital, crawl, indexation, analyse de log. Je suis le support technique des équipes SEO. Donc, avant de commencer la présentation, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions sur le chat, mais c'est Pierre-Emmanuel qui s'en occupe parce que j'ai beaucoup de choses à présenter. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Pierre-Emmanuel. Et s'il n'a pas le temps de répondre, vous nous envoyez un mail à la fin de la présentation et on s'en occupera après. On commence la présentation par les bases des Core Web Vitals. Donc, en mai 2020, Google a annoncé l'arrivée des Core Web Vitals avec pour but de mesurer la qualité de l'expérience utilisateur. Pour ce faire, Google a sorti 3 KPI. Le LCP, qui va être le KPI d'optimisation du temps de chargement. Donc ça, c'est vraiment la performance de votre page. Le FID, qui va mesurer l'interactivité de la page. Et le CLS, qui va présenter la stabilité de la page. Donc, on va commencer par le LCP, qui est un des critères les plus importants. Ça va permettre de mesurer les performances de chargement d'une page. Et Google recommande un LCP inférieur à 2,5 secondes. Donc, le LCP, c'est le Largest Contentful Paint, qui va mesurer le temps nécessaire par le navigateur pour afficher le plus grand élément sur la page. Donc, dans notre exemple, on voit que c'est un article d'un contenu anglais. L'image LCP, donc le principal élément, ça va être l'image avec le président et les 2 autres personnes. Donc, c'est le temps que va mettre cette image à se charger. Si le temps est inférieur à 2,5, l'indicateur va être au vert, ça va être bon. S'il est en orange, ça veut dire qu'il est supérieur à 2,5, mais inférieur à 4 secondes, donc ça va être en orange, c'est ce qui a amélioré. Et si votre URL met plus de 4 secondes à se charger au niveau du LCP, elle va être considérée comme lente. Donc, c'est quelque chose, voilà, il y a toujours ces 3 degrés d'amélioration au niveau des Core Web Vitals. Le deuxième KPI, ça va être le FID, le First Input Delay, qui permet de mesurer la réactivité du chargement d'une page. Donc, c'est le temps mis pour la première interaction possible par l'utilisateur et le moment où le navigateur sera capable de lui répondre. Google recommande un FID inférieur à 100 millisecondes. Donc ça, c'est un KPI qui est un peu particulier parce que sur la majeure partie des sites, le KPI, il est bon. On va dire que ça concerne 99% des sites. Vous n'allez pas vous préoccuper de ce KPI parce qu'il va être considéré comme good. Donc, Google s'est dit, bon, c'est bien gentil, mais peut-être qu'il va falloir changer ce KPI qui a l'air inutile pour tout le monde. Et Google va sûrement le remplacer par l'INP. Pour le moment, ce n'est pas encore pris en compte, mais on en entend beaucoup parler. Donc, l'INP, c'est Interaction to Next Paint, qui va mesurer le temps de latence global d'une page en sélectionnant l'interaction la plus longue que l'utilisateur va pouvoir faire. Donc là, on a un exemple sur la gauche d'un clic sur un bouton. On voit que ça met plusieurs secondes à changer la couleur du vêtement. Sur celle de droite, on voit que c'est quasiment instantané. Donc, c'est vraiment la capacité à répondre pour que l'utilisateur puisse sélectionner de manière rapide sa déclinaison de produit dans ce cas-là.
Le troisième KPI, c'est le CLS, le Cumulative Layout Shift, qui permet de mesurer la stabilité visuelle d'une page. Donc, qu'est-ce que c'est la stabilité visuelle d'une page? Ça va être tout ce qui est changement de la mise en page subie par les internautes. Donc, le plus simple, c'est d'expliquer en image. Donc, sur la première capture, c'est sur mobile. On a le texte qui se charge et tout à coup, il y a la vidéo ou l'image qui arrive et qui décale tout le contenu vers le bas. Donc ça, c'est un décalage qui va être mesuré par Google et s'il est trop significatif, ça va pénaliser le KPI et donc les Core Web Vitals. Sur la deuxième image, là c'est sur desktop, on va avoir le contenu qui se charge et pareil, deux images qui vont arriver en haut du contenu et qui vont décaler tout le reste vers le bas. Donc ça, c'est sanctionné par le CLS. Donc Google recommande un CLS inférieur à 0,1, le plus proche de 0 possible, le plus proche de 0. Si vous avez 0, bah, c'est que vous êtes au top, il n'y a aucun problème de stabilité sur votre page. Donc après, on reviendra sur tous ces KPI, je vais vous expliquer des pistes pour les corriger et comment identifier vraiment les problématiques. Pour mesurer toutes ces données, Google se base sur le rapport CRUX, c'est le rapport CRUX, qui est le Chrome User Experience Report, qui se base sur des utilisateurs réels. Donc, comment ça se passe? En fait, quand vous installez Google Chrome, vous allez avoir une petite case à cocher qui dit « Contribuer à l'amélioration des fonctionnalités et des performances de Chrome ». Je ne sais plus si elle est cochée de base, mais à l'époque, c'était ça. Donc, tout le monde, une grande partie des utilisateurs va cocher cette case. Et sans le savoir, vous allez participer au rapport CRUX. Donc, si vous êtes typiquement à la campagne et que vous visitez un site et que vous avez une connexion qui est vraiment médiocre, eh ben, ça va participer au score et ça va peut-être baisser un peu la note du site que vous avez visité. Donc, c'est vraiment un indicateur qui s'étoffe au fur et à mesure. Sur les petits sites, vous n'allez pas avoir de données parce que s'il n'y a pas de visite ou peu de visites, il y en aura encore moins qui auront coché cette option-là. Donc, forcément, le rapport va être un peu vide. Mais il ne faut pas être inquiet à ce niveau-là. Vous pouvez vérifier. Si vous n'avez pas de données CRUX, vous pouvez vérifier tout de même avec les données de laboratoire, les données à un instant T de PageSpeed, par exemple. Voilà, ça c'est pour le rapport CRUX. C'est une notion qu'il faut avoir, c'est plutôt important pour le reste. Ensuite, on va passer à l'état des lieux. Donc moi, pour auditer un site au niveau des Core Web Vitals, je ne me jette pas à la tête la première. Allez, on y va, on va auditer tous les points sans regarder ce qui cloche. On va tout d'abord regarder la Search Console. Donc, dans la Search Console, vous avez un onglet Signaux essentiels web, ou Core Web Vitals en anglais, avec deux rapports, le rapport mobile et le rapport ordinateur. Déjà, de premier abord, vous pouvez voir les URL qui sont concernées, si elles sont jugées comme rapides, comme à améliorer ou comme lentes. Si tous les voyants sont au vert, enfin si la majorité des voyants sont au vert, ça veut dire que les URL sont considérées comme rapides. Si ça concerne une bonne proportion de votre volume d'URL, ça ne sert à rien de se focaliser sur les Core Web Vitals. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Si c'est en orange, ça veut dire que c'est amélioré. Donc, ce n'est pas catastrophique, mais on peut faire mieux. Donc là, ça peut être intéressant de voir quels points sont améliorés, mais il ne faut pas négliger les autres KPI SEO techniques. Typiquement, si vous avez des tonnes de 404 sur votre site ou de la duplication de contenu issu du technique, ça va poser plus de problèmes que les Core Web Vitals. C'est un KPI qui n'a pas une super importance, on va dire, pour le moment au niveau SEO. Les voyants sont en rouge, ça veut dire que vos URL sont considérées comme lentes. Là, c'est un peu plus inquiétant. On peut se dire, OK, si tous les points SEO techniques sont OK, on va regarder et voir ce qui se passe. Donc, dans la Search Console, quand on clique sur « Ouvrir le rapport », on arrive sur le détail. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde en particulier le rapport mobile en priorité, parce que c'est celui qui va avoir les scores les plus sévères, parce que tout se passe sur un petit écran, tout se passe aussi avec une connexion qui dépend un peu du lieu où vous êtes. Si vous êtes au fin fond de la campagne, vous n'allez peut-être pas avoir une super connexion, donc du coup, la page va peut-être être lente. Donc voilà, c'est plus intéressant de regarder celui mobile. Après, ça n'empêche pas de regarder l'onglet desktop pour voir s'il y a d'autres problématiques. Dans cet onglet-là, vous allez retrouver les raisons de la lenteur.
avec des codes couleurs. Donc, si c'est en orange, ça veut dire que c'est un warning. Si c'est en rouge, ça veut dire que c'est lent. Donc, c'est un peu plus grave. Donc, en priorité, on va régler les problèmes pour les URL qui sont considérées comme lentes. Vous avez le motif. Donc là, la première amélioration, c'est parce que le LCP est un peu trop lent. La deuxième, c'est parce que le CLS est supérieur à 0,25. Donc là, ça commence à être inquiétant. Et après, sur le côté, vous avez le nombre d'URL concernés. Donc ça, c'est une notion qui est importante parce que sur les Core Web Vitals, on va fonctionner par template de page, par type de page. Et généralement, si une page a une problématique de CLS, par exemple, ça va peut-être concerner uniquement les pages catégories ou alors uniquement les pages produits ou uniquement la home. Donc, en corrigeant un template, on va potentiellement corriger une page, mais on peut peut-être en corriger 10 000. Si on est sur un catalogue e-commerce, par exemple, qui a 10 000 produits, et ben, en corrigeant le CLS sur un template produit, on va corriger les 10 000 pages. Donc, il faut essayer de prioriser par volume de pages. Moi, typiquement, sur du e-commerce, j'ai tendance à recommander de faire un focus sur les pages produits qui vont être le type de page vraiment le plus important sur le site. Et dernière question à se poser, c'est vraiment, OK, est-ce que c'est prioritaire par rapport aux autres points techniques SEO? Parce que nous, des fois, on fait des recommandations, voilà, on ne va pas les détailler parce que pour nous, ce n'est pas prioritaire par rapport à d'autres chantiers qui vont prendre du temps et qui sont largement prioritaires. Donc, première situation, mon LCP est mauvais. Donc, le largesse contentful pain est mauvais. Ça veut dire que le temps de chargement de votre page n'est pas optimal. Donc là, Google PageSpeed Insight est votre ami. C'est l'outil que je recommande, soit PageSpeed Insight, soit Lighthouse, peu importe. Après, vous pouvez aussi utiliser GTmetrix, Darboost, ce genre d'outils-là. Au moins, celui-là, c'est les KPI de Google. Donc, logiquement, si vous les améliorez, vos scores vont s'améliorer. L'outil se décompose en plusieurs parties. On va avoir la partie score, avec les scores issus du rapport CRUX de Google Chrome, les données de laboratoire qui sont des tests à un instant T, à savoir que les données de laboratoire, si vous faites votre test à tel moment et que vous le refaites 5 minutes après, le score ne va pas forcément être identique parce que votre serveur ne va pas répondre de la même façon, parce qu'il y aura peut-être plus de monde sur le site, etc., etc. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Et sur cet outil, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les opportunités d'amélioration. Donc là, je vous ai mis un petit zoom sur l'outil. On a le rapport CRUX en haut à gauche, les données de labo à un instant T en dessous. Et encore en dessous, on a les opportunités et les diagnostics. On peut considérer que c'est toutes des opportunités, c'est toutes des pistes d'amélioration. Donc en rouge, ça va être forcément celles qui sont les plus importantes, qui auront le plus d'impact, et en orange, celles qui en auront le moins. Une fois que vous avez corrigé ces points, ça passe dans audit réussi, etc., etc. Mais bon, l'intérêt, c'est d'avoir le moins de choses possible dans cette partie-là. Donc là, on voit typiquement des messages classiques comme diffuser des images au format nouvelle génération. Ça veut dire qu'il va falloir mettre les images au format AVIF ou WebP. Voilà, ce genre de KPI-là. Le CLS. Alors, le CLS, on a longtemps galéré à l'analyser parce qu'on n'avait pas vraiment d'outils qui faisaient des captures fiables. Donc là, on a trouvé un outil qui est vraiment génial pour le CLS, c'est WebPageTest. Cet outil-là, il va vous permettre de faire un film strip view. Donc, c'est la capture qui est ici, avec des vignettes qui vous mettent tous les instants de chargement de la page, ce qui vous permet vraiment d'avoir le déroulé complet de la page. Là, c'est une capture, donc il n'y a pas tout, mais ça permet de voir toutes les étapes. On a aussi la vidéo du temps de chargement. Donc ça, c'est important parce que vous pouvez voir la vidéo au ralenti du chargement de la page pour voir les décalages. Et on a aussi des animations. Là, je n'ai pas mis de capture, mais en gros, vous allez avoir une sorte de GIF qui montre le décalage lié au CLS. Donc, je reviendrai un peu là-dessus un peu plus tard, mais cet outil est vraiment top. Donc, les pistes connues pour améliorer le CLS et le LCP. Donc, on va avoir plusieurs catégories, le JS, le JavaScript et les CSS. Donc, pour ces ressources-là, on va essayer de réduire le poids des ressources, que ce soit du CSS ou du JavaScript. On peut avoir du code inutilisé à l'intérieur. L'idée, c'est de faire le tri et essayer d'enlever pour avoir un CSS et un JS vraiment optimisés. L'autre solution, ça peut être aussi de
d'essayer de faire un gabarit, enfin un fichier style CSS par type de page. C'est-à-dire que sur les fiches produits, vous allez avoir tel CSS, sur les fiches catégories tel CSS, ce qui fait que tout ce qui est inutile d'un gabarit à un autre ne sera pas chargé. On va essayer de différer l'exécution des ressources JavaScript et CSS. Pour le CSS, on peut utiliser le Critical CSS Path, qui va être un moyen de mettre tout le code CSS qui est indispensable au chargement de la page directement dans le header du site. Et tout le reste, tout ce qui n'est pas utilisé pour la mise en page, on va le différer dans le footer. Pour les attributs, pour les ressources JavaScript, on va soit déplacer la ressource dans le footer, soit utiliser l'attribut differ. Donc l'attribut differ, comme son nom l'indique, permet de différer l'exécution du JavaScript. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire. Il faut vraiment être développeur pour tenter de différer une ressource JavaScript dans le footer, parce qu'on peut vite casser une fonctionnalité du site. L'autre point important, c'est la réduction du nombre de ressources tierces. Donc ça, c'est vraiment un poison. Sur tous les sites, on a beau avoir optimisé les images, les JavaScript, etc. On se retrouve toujours avec un certain nombre de ressources tierces. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et il n'y a pas 50 solutions. Il faut essayer de faire du tri. De se dire, voilà, peut-être qu'il y a plein d'interlocuteurs sur le site qui nous ont ajouté des ressources tierces, mais peut-être que si on faisait le ménage une fois tous les 6 mois ou tous les ans, on se rendrait compte qu'il y en a quand même une bonne partie qui est inutile. Après, ça peut être des ressources qui sont... ça peut être des ressources de régie publicitaire, par exemple, appelées dans le GTM, qui va être un petit peu saturé. Ça peut être aussi des modules comme les chatbots. Si vous apercevez que votre chatbot ne sert à rien, vous pouvez l'enlever. S'il n'est jamais sollicité, ça ne sert à rien d'augmenter le temps de chargement de votre page. Pareil pour le CAPTCHA de Google qui est assez lourd. Vous pouvez faire en sorte de l'appeler uniquement sur les pages concernées. On va avoir tout ce qui est images, avec la compression des images, l'utilisation du format WebP. Donc, j'ai mis format WebP, ça peut être à vif. C'est un format recommandé par Google. C'est un format ultra compressé. Voilà, vous pouvez mettre directement vos images en WebP. Par contre, il faut bien penser à mettre l'image quand même au format de base JPEG ou PNG, parce que certains navigateurs ne sont pas compatibles. Donc, on va utiliser l'attribut src7 qui va permettre de jongler automatiquement entre les deux. On va pouvoir activer le lazy loading des images. Donc ça, c'est différer l'exécution des images hors écran. C'est-à-dire que les premières images visibles par l'internaute seront chargées de manière classique et tout ce qui sera hors écran sera différé plus tard et ça s'affichera quand l'internaute scrollera. Donc ça permet de gagner du temps et surtout du poids au niveau du chargement de la page. On va essayer de ne pas utiliser des images trop grandes qu'on va ensuite redimensionner en CSS. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une pratique qui est souvent mise en place, c'est que vous allez faire un upload, par exemple, d'une image qui fait 6 MO, qui mesure 2000 pixels de large par 500 de haut. Cette image va être appelée sur mobile. Alors, il faut savoir qu'un navigateur mobile, un écran de mobile, ne va jamais dépasser les 200-300 pixels de large. Donc, si vous lui donnez une image qui fait 2000 pixels de large, c'est énorme. Donc, vous allez me dire, OK, on la redimensionne en CSS. Eh bien non, ça ne suffit pas, parce que le poids de l'image, dans le navigateur, c'est le poids de base. Donc, c'est le poids de l'image qui fait 2000 pixels de large. Donc, c'est beaucoup trop gros. Donc, de base, il faut essayer d'utiliser des images à taille raisonnable, que ce soit au niveau de la taille ou du poids. Parce que si vous compressez une image qui fait 6 MO, elle va peut-être faire 2 MO à l'arrivée, mais 2 MO, c'est trop lourd pour un navigateur. Il faut essayer d'être toujours en dessous de 1 MO. Autre bonne pratique, c'est d'utiliser une image pour la version mobile et une autre image pour la version desktop. Donc ça va un petit peu avec la recommandation au-dessus. C'est que une image ne va pas être adaptée sur le mobile et sur desktop. Il faut essayer d'en faire une de chaque, une plus petite et une plus grosse, pour que la ressource soit vraiment chargée sur le bon desktop, sur le bon terminal, pardon. Les autres KPI, ça va être tout ce qui est au niveau du serveur, la réduction du temps de réponse du serveur. Donc ça, c'est le TTFB, le Time to First Byte, qui va être le temps mis par navigateur pour charger le premier octet. Donc ce KPI-là, il est important parce que vous avez beau avoir compressé toutes les images, faire tout ce que vous voulez, si votre serveur ne répond pas correctement et qui met 3 secondes à afficher la page, ça va être pénalisé et pénalisant pour vos utilisateurs, parce que ça génère de la frustration.
Donc pour cela, on peut aussi mettre en cache les pages. Donc là, il y a des plugins qui existent ou des fois c'est natif sur certains CMS. Ça va permettre d'éviter de faire des requêtes entre la page et la base de données. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez afficher une page, le CMS va faire une requête pour aller chercher le titre, pour aller chercher le contenu. Là, en mettant en cache les pages, vous allez en fait enregistrer une version HTML de la page sur votre serveur, et cette version HTML brute va être servie au navigateur, ce qui fait qu'il n'aura pas besoin d'aller solliciter la base de données. Ça va être instantané et donc beaucoup plus rapide. Toujours dans l'optique de la rapidité de réponse, vous pouvez mettre en place un CDN. Donc un CDN, ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre de servir les ressources au plus près de l'internaute parce qu'il va sélectionner le serveur le plus proche géographiquement de l'internaute. Donc du coup, cette proximité va vous faire gagner quelques millisecondes. Et l'autre avantage, c'est que le CDN va permettre d'alléger le serveur principal du site en, par exemple, sous-traitant les images, les ressources JavaScript, les ressources CSS, les polices. Si on les met toutes sur un CDN, sur un sous-domaine, par exemple, ça permet d'alléger le serveur. Dernier point, les polices. Ça, c'est surtout quand vous utilisez beaucoup de polices, ça va être important de les optimiser, voire de réduire le nombre de polices. Pour améliorer le CLS, on va avoir plusieurs catégories. On va avoir tout ce qui est image. Donc ça, c'est la recommandation la plus simple et la plus connue. C'est de fixer la taille de l'image en précisant une largeur et une hauteur dès le début du chargement de la page. Donc ça se situe au niveau de l'attribut IMG SRC. Vous allez ajouter l'attribut width et height pour préciser la largeur et la hauteur. Si ce n'est pas possible ou vous souhaitez faire autrement, vous pouvez aussi fixer la taille du bloc accueillant l'image. Ça peut être une div qui a une classe image, vous fixez la largeur et la hauteur, et bien sûr que ce soit adapté mobile et desktop en mode responsive, et tout ira bien. Ça évitera tout décalage, comme je vous ai montré en exemple. Les publicités, donc ça c'est plutôt pour les sites d'actualité, c'est connu. Vous allez avoir des scripts JavaScript qui vont insérer des blocs publicitaires sur votre site. Sauf que généralement, ces blocs sont appelés un peu comme ça directement dans le code de la page, mais il n'y a pas de dimensionnement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est dimensionner la taille du bloc, donc de la div ou de la div qui va accueillir cette publicité-là. De ce fait, le temps que la publicité se charge, on aura un bloc vide mais dimensionné, donc il n'y aura pas de décalage. Ensuite, on a tout ce qui est animation en JavaScript. On va avoir tout ce qui est mise en page en JavaScript. Vous allez me dire, non, on utilise le CSS pour mettre en page. Figurez-vous qu'on se retrouve avec des mises en page partielles en JavaScript. C'est-à-dire que ça peut être un éditeur WordPress, comme les éditeurs, les page builders, comme Elementor, qui va, lorsque vous allez souhaiter mettre, par exemple, une petite marge sous votre H1, vous allez dire, c'est cool, c'est joli, et on met une petite marge de 5 pixels. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que cette marge, elle va peut-être être générée en JavaScript. Et si c'est le cas, ça va créer un décalage aux yeux de Google, qui va pénaliser le CLS. Autre scénario, tout ce qui va être chargement de blocs en Ajax. Donc ça, c'est assez commun sur, par exemple, pour les blocs d'avis. On se dit, ce bloc-là, ce n'est pas super important, on va le générer en Ajax. Sauf que ça peut, toujours pareil, charger un bloc vide, et paf, après, vos articles, vos avis arrivent, et ça décale tout le reste vers le bas. Donc, tout ce qui est Ajax, c'est pas à recommander, d'autant plus qu'au niveau crawl budget, maintenant, Google va crawler l'Ajax, et vous allez vous retrouver dans votre Search Console avec beaucoup de ressources Ajax crawlées au détriment des pages HTML. Donc là, on va faire un petit focus sur les CMS. Donc, ce qu'il faut remarquer et souligner, c'est valable pour les Core Web Vitals, mais en général, pour tous les CMS, c'est que les plugins, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. On ne va pas se jeter sur les plugins, en mettre 150. Il va y avoir forcément des inconvénients. Donc, justement, les inconvénients et les avantages des plugins. Donc, ça dépend vraiment du CMS utilisé et du thème. Sur certains sites, on va avoir vraiment des gains de temps, des gains de performance significatifs. Sur d'autres, beaucoup moins. Donc, l'avantage des plugins, c'est qu'on va gagner du temps. Ça ne coûte pas cher par rapport à un développement spécifique. Et c'est super facile de mettre en place des quick wins. C'est-à-dire qu'on va activer une fonctionnalité et hop, notre score il va s'améliorer. Donc, c'est vraiment sympa et peu coûteux
Donc, moi, ce que je recommande, c'est de faire des tests parce qu'on n'a pas, on ne peut pas vous dire on installe tel plugin, vous allez gagner tant au niveau des Core Web Vitals. Ça ne se passe pas comme ça. On ne connaît pas tout ce qui se passe sur votre site, toutes les ressources par cœur. Enfin, on peut pas tout connaître. Donc, il faut y aller pas à pas en faisant des tests. En négatif, des fois, il va falloir mettre plusieurs plugins pour régler, pour améliorer les scores. Et quand vous mettez plusieurs plugins, ça va créer des requêtes en base de données, ce qui n'est pas forcément conseillé, surtout quand on essaye d'améliorer les performances. Deuxième point, c'est que les plugins, ce n'est pas magique, ça peut générer des bugs, notamment quand on utilise des fonctionnalités avancées comme différer l'exécution du JavaScript. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, ça peut vite casser une fonctionnalité comme un slider, par exemple. Sur WordPress, donc là, je vais vous présenter des petites combinaisons. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est des bonnes solutions, des cas qu'on met régulièrement en place. Donc, sur WordPress, en quelques clics, on peut arriver à une amélioration significative des clics en utilisant ces deux plugins, Imagify et WP Rocket. Donc, Imagify va nous servir à toute la partie image, l'ajout du format WebP, la compression et le redimensionnement automatique des images trop grandes. WP Rocket va permettre de mettre en cage les pages, d'activer le lazy loading des images et des vidéos, d'optimiser le chargement des fichiers CSS et JavaScript et d'optimiser les polices. Donc, ces deux plugins, ils ne coûtent pas très cher. Si vous êtes client à Cybercité, on vous en fait bénéficier gratuitement parce qu'on a des licences partenaires illimitées. Donc voilà, ça c'est la combinaison, on va dire, un peu magique sur WordPress. Mais encore une fois, si vous avez un template qui est très lourd avec un page builder et un serveur qui répond très lentement, ça ne va pas le faire, ça ne suffira pas, quoi. PrestaShop. Alors la question, c'est est-ce que sans plugin, ce ne serait pas la meilleure solution? Eh ben, franchement, on a une solution, enfin une combinaison de solutions qui permettent d'optimiser votre PrestaShop sans plugin. Donc, on va mettre un CDN. J'ai marqué Cloudflare parce que Cloudflare, il a l'avantage dès l'offre Pro, qui coûte 20 € par mois, de permettre d'optimiser les images. Vous allez pouvoir les compresser et utiliser le format WebP. Vous allez pouvoir générer les certificats HTTPS, donc ça c'est aussi faisable via votre hébergeur. Et vous allez pouvoir activer la partie CDN. Donc, la partie CDN, ça va permettre de rapprocher géographiquement toutes les ressources statiques de l'internaute. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur PrestaShop, il y a des options natives, comme la mise en cache des pages, l'optimisation des ressources JavaScript et CSS avec la minification. On a également la possibilité de mettre directement en sous-domaine les médias. Donc ça peut être l'occasion de le faire via le CDN Cloudflare, justement. Et la dernière partie, c'est l'hébergement. Donc PrestaShop a sorti un hébergement au nom de PrestaShop qui s'appelle Plateforme. C'est disponible à partir de 450 € et c'est vraiment un hébergement optimisé. Cet hébergement va vous permettre de réduire le TTFB, donc le premier octet chargé par navigateur, donc le temps de réponse. Il va vous permettre de réduire le temps moyen de chargement et en plus de ça, il va vous permettre d'améliorer la capacité de charge de votre serveur. C'est-à-dire que vous ayez 3 ou 10 000 visiteurs, le serveur ne va pas bouger, les pages seront servies rapidement et ça, c'est vraiment important parce qu'on a beaucoup de sites où ce n'est vraiment pas le cas. La deuxième solution, c'est avec plugin. Donc, le seul changement, c'est qu'on va prendre un plugin d'optimisation pour les images et on va laisser tomber le CDN. Donc, c'est un choix. Donc, on va prendre le module qui s'appelle module image WebP, compression et génération. Donc, le titre est un peu compliqué, mais tout est dans le titre. Il va permettre d'optimiser les images, d'activer le lazy loading, la compression, le format WebP. Et en bonus SEO, vous pouvez générer automatiquement les balises alt. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre alt égale nom du produit plus marque, par exemple. Voilà, ça reste flex, c'est à vous de voir sur PrestaShop, il n'y a pas de solution arrêtée, on va dire. Sur Magento, moi j'appelle ça l'usine à gaz parce que Magento, c'est un CMS qui est vraiment très lourd. Donc déjà, l'hébergement de base doit être performant, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas un hébergement performant et que vous avez un gros catalogue produit, ça va ramer, donc c'est problématique. Donc le CDN peut être une option pour délivrer les ressources géographiquement plus proches, mais surtout, on va dire, pour décharger le serveur principal qui va déjà accueillir le cœur de Magento qui est assez lourd. Donc, sur le CDN, on va pouvoir passer le JS, le CSS, les polices et les images. On a des options natives sur Magento, comme la mise en cache des pages, donc ça marche bien. On peut y coupler un cache varnish qui sera encore plus puissant, donc ça à voir avec votre agence.
Dans les options développeurs natifs de Magento, on peut optimiser le protocole HTTP2. On peut également minifier les ressources JS et CSS. On peut même mettre un CSS pass, un critical CSS pass, via ces options-là. Donc après, je suppose qu'il faut quand même avoir un background développeur pour pouvoir essayer ces options-là. On va utiliser les plugins. Les plugins ont des fonctionnalités d'optimisation d'image et d'optimisation des ressources JavaScript et CSS. Parmi les plugins, je vous ai mis 3 solutions. La plus connue, c'est Amasty. C'est la plus chère, mais c'est aussi parce qu'ils ont une très bonne réputation. Ils font énormément de modules Magento. Enfin, c'est la boîte spécialiste de Magento et des plugins. Le plugin Amasty Google PageSpeed Optimizer va vous permettre d'utiliser le format WebP, le lazy loading, le regroupement de fichiers JavaScript, différer l'exécution des fichiers JS, CSS, etc. etc. C'est un peu toujours les mêmes fonctionnalités. Ce qu'on va noter, c'est qu'on a le regroupement de fichiers JavaScript. C'est important sur Magento parce qu'on a énormément de ressources JavaScript qui sont chargées. Parfois, on a par exemple 100 fichiers JavaScript qui sont chargés sur chaque page. Donc, vous allez me dire, OK, mais avec le protocole HTTP2, on peut charger en parallèle un grand nombre de ressources oui, en parallèle en même temps, quoi. Donc, c'est bien, mais quand même, quand vous en avez une centaine, ça fait beaucoup. Donc, l'option de regroupement va vous permettre de tout regrouper en un seul fichier, dire c'est cool. C'est pas forcément cool parce que votre fichier, à l'arrivée, il peut être trop gros, trop lourd. Donc, nous, ce qu'on recommanderait, c'est pas forcément d'utiliser les options du plugin, mais de faire un développement sur mesure qui dira, OK, ces 100 fichiers JavaScript, je les regroupe en 10 fichiers plutôt qu'en un seul fichier, ce qui fera qu'on aura 10 fichiers qui seront beaucoup moins lourds qu'un seul fichier. Et avec le protocole HTTP2, on va les charger en parallèle. Donc, c'est quand même beaucoup plus light, on va dire, que 100 fichiers. Le plugin SwissUp Labs, donc c'est un plugin moins connu, mais qui a les mêmes fonctionnalités. Donc voilà, après, il fait le boulot. Mashfan propose également 3 plugins, dont 2 gratuits, un pour les optimisations JavaScript, un pour le lazy loading des images, et une extension payante pour la partie WebP. Donc, finalement, c'est plutôt plugin ou développement sur mesure. Franchement, ça dépend complètement du CMS. Sur WordPress, j'aurais tendance à dire les plugins, c'est la vie. Allez-y, faites-vous plaisir, testez et retestez. Sur Magento, je pense que la combinaison sur mesure plus plugin d'image peut être la meilleure. Sur PrestaShop, on a des plugins qui sont attractifs, mais d'expérience, il ne faut pas oublier 2 points qui sont vraiment super importants. C'est la mise en cache des pages, parce qu'on a souvent des agences qui nous disent on ne peut pas le faire parce que ça fait exploser le nombre de fichiers sur le serveur. Il faut trouver une solution pour le faire, parce que ça améliore vraiment la rapidité des pages. Et aussi l'hébergement, qu'il ne faut pas négliger. Si vous avez un pauvre mutualisé et que vous avez du PrestaShop, ça ne va pas le faire, votre site va ramer, hein, il n'y a pas 56 solutions. Alors après, plateforme est adaptée aux sites quand même qui ont un catalogue conséquent, parce que vous allez peut-être trouver ça un peu cher, mais il y a d'autres hébergements qui peuvent exister pour les plus petits sites, il n'y a pas de souci. Donc on revient à la stabilité des pages, comment identifier les problèmes. Donc là, j'ai repris les mêmes captures que je vous ai montrées tout à l'heure, et j'ai évoqué quelques pistes. Donc les pistes l'origine des décalages qu'on rencontre les plus souvent, c'est les images sans dimension. Donc il va falloir fixer la taille des images ou du bloc qui accueille les images. On a les publicités, les vidéos ou iframes sans dimension. Donc la recommandation sera la même. Il va falloir fixer la taille du bloc qui accueille la publicité. On a l'ajout de contenu en Ajax ou en JavaScript. Donc là, on va le voir, je vais vous expliquer avec l'exemple ci-dessous. On a la mise en page en Ajax avec des paddings, des margins générés en Ajax. Donc là, si on reprend notre exemple, on ne va pas regarder la vidéo parce que ce n'est pas possible, mais on va regarder le Themes Review qui suffit amplement. Et je vais vous montrer comment on lit cette frise. Donc là, déjà, ça commence à 2 secondes parce qu'avant, c'était tout blanc parce que le serveur était un peu long à répondre. Donc ça, c'est la première capture. Donc on a un premier décalage qui est indiqué ici 0,004, un deuxième qui est indiqué ici avec 0,01. Chaque fois, en rouge, vous avez le lieu où est le décalage. Donc vous pouvez comparer avec la slide d'avant. Donc les premiers décalages, là, pour le coup, ils sont vraiment infimes, 0,01, ce n'est pas ce qui va pourrir la note. Donc nous, on va se concentrer directement sur les décalages qui sont plus conséquents. Donc ceux qui sont inférieurs à, on va dire, 0,1, voire 0,05, mais pas plus, quoi.
Donc là, on en a un joli qui fait 0,277. Donc, en sachant que notre score était de 0,3 à peu près, on se dit que c'est le gros décalage qu'il y a sur la page. Donc, on va comparer avec l'image d'avant. Donc là, on a notre titre, le nom de l'auteur, l'image et le contenu qui est dessous qu'on ne voit pas. Là, sur l'image d'après, on n'a plus que le titre et le nom de l'auteur. L'image, elle est passée dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a un bloc Breaking News qui est arrivé et qui a été chargé au début de la page. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur la page, j'ai regardé comment ça se passait, et il se trouve que ce bloc-là, Breaking News qui est en fond rouge, là, il est chargé en JavaScript, c'est-à-dire qu'il va arriver en dernier sur la page, et il va décaler tout le reste du contenu vers le bas. Donc là, c'est un décalage significatif. Il est d'autant plus important qu'on est sur mobile, et que du coup, la taille, elle est plus grosse, quoi. Sur desktop, ça va peut-être être un bandeau plus large et moins de lignes, mais là, sur mobile, c'est vraiment problématique. Donc, la recommandation, dans ce cas-là, ça va être de dire à l'agence, OK, eh ben vous allez mettre, baisser fixer la taille du bloc accueillant ce bloc directement au début du chargement de la page en CSS de manière classique. Donc dire, ce bloc, il mesure 300 pixels de large par 100 de haut, par exemple, et ça réglera le problème parce que ça chargera un bloc vide et du coup, le titre il sera toujours à ce niveau-là dès le début. Parce que honnêtement, si vous avez déjà commencé à lire le texte et que ça vous décale de toute cette partie-là, c'est vraiment gênant au niveau visuel, vous êtes obligé de recommencer la lecture de l'article. On va terminer par les améliorations, pas d'amélioration, pourquoi, que faire. Donc ça, c'est ce qui arrive fréquemment. On a testé les plugins, on se dit, j'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Alors, on va avoir des solutions difficiles à mettre en place. Donc ça, c'est des points que vous allez retrouver sur PageSpeed ou Lighthouse, comme réduire les ressources JavaScript inutilisées ou réduire l'impact des ressources tierces. Ces deux points-là, honnêtement, ça arrive souvent et c'est galère à corriger. Pourquoi c'est galère? Parce que il faut aller creuser et voir ce qui a été fait sur le site et ça demande vraiment beaucoup de compétences et de savoir qui a fait quoi sur le site. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser le mode Coverage de Google Chrome qui va vous permettre de voir les ressources JavaScript et CSS chargées et de voir le pourcentage d'utilisation de la ressource sur une page. Donc vous pouvez, je ne vais pas vous montrer comment l'activer, mais vous tapez Coverage Chrome sur Google et vous allez trouver facilement comment le faire. Donc là, on voit qu'on a toutes les ressources JavaScript et CSS listées. Déjà, on peut filtrer sur que le JavaScript si on a envie. Et on remarque que on a cette ressource-là qui pèse quand même 536 kilobits, donc c'est pas mal. Et on en a 55% de ce fichier qui est inutilisé. Donc il va falloir faire le même job sur chaque type de page pour vraiment voir si la ressource elle est utilisée au même taux sur toutes les pages. Parce que peut-être que sur une page produit, vous allez en avoir besoin de 80% et sur la page d'accueil de 20%. Dans ce cas-là, ça va vraiment être galère de faire du tri dedans. Mais il faut essayer. Après, il y a des pourcentages qui peuvent vous taper à l'œil, comme là, on a une ressource qui est inutilisée à 99,7% et une autre à 95,2%. Si c'est le cas sur tous les types de pages, ça fait quand même 200, quasiment 200 kilobits qu'on pourrait économiser. Comment les économiser? Il faut identifier les lignes qui sont utiles et à ce moment-là, on les chargera dans un autre fichier CSS qui peut être par exemple celui-là, parce que celui-là, il est utilisé à 59,6%, ce qui est pas mal. Inutilisé à 59,6%, pardon. Donc voilà, il faut essayer de jouer un petit peu avec les ressources pour voir ce qui est inutilisé et ce qu'on pourrait, pourquoi pas, supprimer. Pour réduire l'impact des ressources tiers, il n'y a pas 56 solutions, c'est ce que je disais. On va essayer de faire le ménage dans les scripts externes et de temps en temps pour virer tout ce qui est supprimable facilement. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On va finir par un test rapide. Pour ces deux KPI, donc réduire les ressources JavaScript inutilisées et réduire l'impact du code source, on a un petit tuto en fait, avec Google Lighthouse. C'est de tester le score de base sur votre navigateur. Ensuite, vous allez lister les ressources qu'il va falloir bloquer sur Google PageSpeed ou Lighthouse. Ensuite, on va les bloquer et tester l'impact de Lighthouse en relançant un texte. On va pouvoir comparer le avant-après. Donc là, on a testé sur une page du site Intersport, une page produit au hasard. On a identifié deux ressources, une ressource JavaScript assez conséquente
et une ressource tierce qui est aussi assez conséquente, Adobe Senset. On a essayé de les bloquer. Donc là, avec un clic droit dans Inspecter l'élément, dans l'onglet Réseau, Network de Google Chrome, vous pouvez faire Block Request URL. Ça va les bloquer, donc on a bloqué les deux. Et après, on a fait un test sur Lighthouse. On était à 15 avant et on est à 42 après. Le point sur les ressources tiers est passé en OK carrément. Et le point réduire les JavaScript inutilisés a quand même pas mal baissé. Donc voilà, après, là, c'est un petit peu de la magie parce que on peut pas, on a bloqué des ressources sans vraiment savoir ce qu'il y avait dedans. Mais après, voilà, ça peut permettre de dire, bah voilà, cette ressource, elle est gourmande. Si on l'enlève, on gagne temps. Donc, voir avec les développeurs si elle est vraiment importante. Donc, pour finir, parce que je vois que le temps avance, ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'il ne faut pas paniquer au niveau des Core Web Vitals. On va essayer de prioriser en tentant les quick wins avec les plugins pour essayer de gagner du temps et de gagner aussi en score rapidement. Si ça ne marche pas et que votre site est assez complexe, il va falloir anticiper ce point pour une éventuelle refonte. Parce que, en fait, si vous partez d'un site ou d'une création de site, c'est beaucoup plus simple de mettre en place les recommandations pour les Core Web Vitals que si le site est déjà existant. Niveau développement, ça va être beaucoup plus simple. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir imprimer et avoir en tête pour une future refonte. Ensuite, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que l'impact des Core Web Vitals, pour moi, il n'est pas vraiment... il est plutôt faible, on va dire, au niveau du ranking, parce que ce n'est pas un critère fondamental comme le contenu et les backlinks. Donc, il ne faut vraiment pas oublier les fondamentaux. Donc déjà, tout ce qui va être SEO technique, les autres points, la duplication de contenu, etc., etc. Et il ne faut pas oublier surtout le contenu et les backlinks, qui sont des KPI qui vont vraiment avoir un meilleur impact sur votre site. On va dire que les Core Web Vitals, ça sert toujours pour comparer deux sites qui seraient à paramètre ISO au niveau contenu et backlink. Bah, le plus rapide, celui qui a les meilleurs scores en Core Web Vitals, il sera classé devant l'autre. Mais si c'est deux sites qui n'ont pas du tout le même contenu et pas du tout les mêmes backlinks, ça va être compliqué de comparer. Voilà, je vous invite à consulter tous nos livres blancs sur le site cybercité.fr et si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à contact@cybercité.fr ou par mail à christophe@cybercité.fr aussi. Je répondrai à vos questions si Pierre-Emmanuel n'a pas eu le temps de tout répondre. Voilà, je pense qu'au niveau timing, on est pas mal. Merci Christophe. Et Merci à tous pour votre attention. on va vite enchaîner donc sur la dernière conférence de la matinée sur les headless CMS. Encore merci Christophe. À tout de suite. Merci, au revoir.